Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Lorcana. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous fais à chaque fois qu'un nouveau set sort. Il s'agit de la vidéo de mes premiers achats du chapitre 7. Dans cette vidéo, je vais vous partager la réception de toutes les cartes que j'ai commandées à l'unité en foil ou en non foil et on essaiera d'anticiper si ce sont des achats plutôt intéressants ou alors un flop total. Je fais ça à chaque sortie d'extension, ça nous permet de voir du beau carton et de partager entre guillemets nos avis sur les différentes cartes. Dans cette vidéo, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 €. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit juste de laisser un commentaire dans l'espace commentaire, de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. On tire au sort un commentaire une fois par mois et on partage les résultats dans le podcast MultiTCG sur la chaîne MultiTCG bien évidemment. Big up à GameGenic qui est notre partenaire accessoire sur l'année 2025. Je sleeve mes cartes avec des sleeves GameGenic, je mets mes decks dans des deckbox GameGenic et globalement leurs produits sont vraiment de très très bonne qualité. Donc je vous invite à aller checker ça, les liens sont dans la description. Et enfin, je finirai par vous dire que malgré le succès du chapitre 7 de l'Orcana, il nous reste encore quelques produits sur labellecarte.fr. Pareil, le lien est en description et n'oubliez pas avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction sur votre première commande. Allez, maintenant on passe à ce qui vous intéresse le plus, le carton, c'est parti. Alors je précise comme d'habitude que j'ai commandé toutes ces cartes au moment où elles ont été listées en précommande. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu d'avoir les résultats de tournois actuels pour justement commander les cartes qui sont les plus performantes. Le but du jeu à chaque fois, c'est justement d'essayer d'anticiper ce qui va être joué, de passer les commandes avant que le méta se développe et de vérifier quelques semaines plus tard au moment où je reçois les cartes, eh bien si justement c'est un bon call ou un mauvais call. C'est un petit peu le but du jeu aussi, quoi. Il y a des cartes que je n'ai pas commandées, non pas parce que je n'y croyais pas, et de toute façon, vous pourrez le vérifier avec la review spoiler ou avec notre top des cartes Lorcana chapitre 7. Je pense notamment à Scrooge McDuck et à Tamatoa, qui sont deux cartes dans lesquelles je crois énormément, mais qui avaient un coût financier au moment où j'ai passé mes précommandes, qui me semblait être peut-être un peu trop élevé. Donc je récupérerai ces cartes plus tard. Mais dites-vous que globalement, je les aurais précommandées si elles étaient à un prix plus abordable. Allez, maintenant, on est parti. On va commencer tranquillement avec ici le clochard. Alors, j'aime beaucoup l'archétype vert-jaune qui a été poussé par le set numéro 7. Je pense que c'est un archétype agressif qui propose une alternative à ce qu'on connaît déjà. C'est peut-être pas hyper dominant dans le format actuellement, mais en tout cas, c'est composé de vraiment bonnes cartes, notamment ce clochard que je trouve hyper fort, peut-être la meilleure carte de l'archétype vert-jaune. Donc, vous allez voir que j'ai commandé en foil globalement tout l'archétype. Donc, ouais, je crois beaucoup en cette carte, je la trouve déjà très esthétique, et en plus de ça, vraiment très jouable. C'est un peu tout le temps la même histoire. Il y a des cartes qui sont hyper puissantes dès lors qu'on ne les contextualise pas dans un metagame donné. Peut-être que là, actuellement, bleu-gris va empêcher tous les autres archétypes d'être forts. Moi, je commande aussi les cartes quand elles ont un potentiel, quand elles ont le power level d'être jouées un jour. Et le clochard, c'est clairement du power level d'une carte compétitive. Peut-être que le méta actuel ne la laissera pas s'exprimer. Mais on a vu quelques tops avec la carte pour l'instant. Donc forcément, pour compléter l'archétype ici, on a la Lady Alter 3 qui est vraiment très forte, hein, qui permet de reprendre nos drop 1. Donc globalement, c'est un 4-4 pour 5 qui permet de piocher deux cartes quand elle arrive en jeu. J'adore cette carte-là et pareil, j'adore l'illustration. Je trouve aussi que les cartes sont hyper belles. Je vous laisse apprécier la texture de foil. Je crois que le foil a été un peu retravaillé sur ce chapitre 7, pardon. Je trouve les cartes un peu moins granuleuses. Le fait que certains personnages aient une texture lisse qui les permettent de les décrocher du fond, ça leur donne un effet 3D un peu sympathique. Globalement, je suis assez satisfait du foiling de ce set, hein, globalement. Ici, évidemment, joueur de violet-gris, je ne pouvais pas échapper à la commande de ce Cobra géant, évidemment. Que j'ai eu à bon prix. Je crois qu'au moment où je l'ai précommandé, il devait être à 2, 3 euros pièce peut-être. Je pense que c'est une carte qui a pas mal augmenté. Donc voilà, 4-4 pour 3, quasiment aucun défaut si ce n'est la dissipation. Très beau foiling aussi, et évidemment un des staples des decks violet-gris. Même si, encore une fois, avec la surreprésentation de bleu-gris, on en parlera dans un prochain point méta, c'est pas la bicolorité qui s'exprime le plus, on dira. Carte un peu plus sujet à débat, mais qui rentre dans cette synergie Belle et le Clochard vert-jaune, notamment la petite Lady ici qui nous permettra d'alter justement la Lady à 5. C'est pas la carte la plus plébiscitée, même dans certaines listes de vert-jaune, elle n'est pas jouée. Je l'ai quand même commandée, histoire d'être assez complétiste dans toutes les options possibles pour la stratégie vert-jaune. Donc voilà, elle vient compléter le set des cartes Belle et le Clochard.
pareil avec un très très beau foiling. Et enfin, la deuxième meilleure carte de cette stratégie-là, c'est notre ami le clochard, voilà, qui est 1-3 pour 2, mais qui a la capacité à jouer seulement pour un mana quand on a une lady en jeu, donc ça marche très très bien quand on joue la lady à 1, ça marche un peu moins bien si on joue que la lady à 5, et après au-delà de ça, il a de bonnes statistiques. Pareil, toujours en foil, autant que faire se peut, je commande en foil, notamment tout ce qui est commune, unco, rare, super rare, il n'y a que les légendaires que je ne commande pas en foil en fonction de leur prix, ce qui me permet globalement de pimper 80-90% de mes decks, et puis après, bon, bah, s'il y a des légendaires dans les decks, celles-là parfois ne brilleront pas. C'est la manière que j'ai trouvé d'essayer au mieux d'équilibrer mes dépenses. Vous savez que je ne joue pas qu'à l'Orcana, donc je ne peux pas non plus tout dépenser dans l'Orcana. On a aussi une chaîne multi-TCG qui me coûte pas mal d'argent. Bon, là, j'ai eu une erreur de commande. Voilà, je vais vous la partager. Je me suis trompé au moment de composer mon panier, c'est-à-dire que j'ai pas commandé 4 outils inhabituels, mais j'en ai commandé 8. Voilà, donc c'est une petite bêtise, une petite erreur, j'en ai 4 de trop. Je suis pas du genre à acheter 20 fois la même carte, même quand j'y crois très fort. Et globalement, en plus, l'outil inhabituel n'est pas du tout la carte en laquelle je croyais le plus. Je me suis juste planté, j'en ai reçu 8. J'ai découvert ça au moment de la réception. C'est pas une erreur de leur part, hein, j'ai regardé le bon de commande, j'en ai bien mis 8 dans le panier. Non, ça, c'est quand tu doubles les paniers sur play-in, des fois, tu te retrouves avec ces problématiques-là. Bon, c'est une carte qui est jouable dans bleu-rouge item. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire des 4 prochains, je pense que je vais les revendre bien évidemment, mais je me retrouve avec 8 outils inhabituels. Voilà. Autre carte que j'ai commandée, mais sans trop y croire pour le coup, ça c'était plus pour dire, ok, si je me suis planté et que finalement cette carte est une bonne carte, je ne regretterai pas de ne pas l'avoir commandée. De toute façon, elle était à un prix, je pense que ça devait être 20 ou 30 centimes pièce. Ça vaut quand même le coup de prendre le risque de pouvoir, entre guillemets, avoir le droit de te tromper, parce que dans tous les cas, tu auras commandé la carte. C'est une carte qui, dès les spoilers et dans le top, ne me paraissait pas du tout impactante. Quand on voit le méta actuel, elle est absolument pas jouée. Mais voilà, j'avais peur de me tromper, de passer à côté de quelque chose, donc j'ai commandé ce Monsieur Dark en foil. Bon, je reste convaincu que c'est pas une super bonne carte. Mais c'est une carte de plus pour les stratégies objets, un petit flavor sham. Voilà, pourquoi pas. Une carte que j'ai pas commandée en foil, c'est la spirale de saphir. Alors pourquoi je l'ai pas commandée en foil celle-là? Parce que déjà je suis pas un joueur régulier de bleu-rouge contrôle. C'est pas une stratégie qui me plaît beaucoup. Globalement le deck bleu-rouge que j'ai monté, moi c'est le bleu-rouge burn que je vous ai présenté sur la chaîne. Spirale de saphir, ça ne va que dans bleu-rouge contrôle. C'est vraiment une carte de bleu-rouge contrôle, ça synergise avec les 6 sous. Et donc je me suis dit, au prix où il était, c'est une carte qui était déjà très chère en foil dès lors des précommandes, parce que les gens s'attendaient à ce que ce soit joué. Je dis au prix où c'est en foil, je vais plutôt la commander en non foil. Si jamais j'ai besoin de la jouer, au moins je l'aurai. Mais j'avais pas forcément envie de mettre le prix nécessaire pour l'avoir en foil. Donc voilà, spirale de saphir en non foil ici. Autre carte foil, et celle-là, c'est pas la plus nulle, loin de là, on a notre ami Mulan, donc la 2-1 pour 1 qui nous permet d'avoir un effet loot, hein. C'est l'inverse de Simba, mais on préfère avoir la statistique en attaque qu'en défense. En plus de ça, ça nous donne un joli support à altération si jamais on avait envie de jouer certaines Mulan. C'est pas une carte qui est extrêmement jouée, certains decks la jouent en 1, 2, 3 exemplaires, pourquoi pas, histoire de remplir la curve de début de game. J'ai vu quelques decks bleu-gris la jouer. C'est globalement pas une carte qui est hyper plébiscitée pour l'instant, mais c'est une carte qui a forcément de l'avenir, en tout cas qui a un effet qui est très intéressant. La carte est très jolie, donc ça c'était sûr qu'il fallait que je la commande. Alors ça c'est un call. C'est un call sur une carte qui intéresse pas grand monde. Je ne l'ai pas prise en foil parce que son prix était trop élevé par rapport à, entre guillemets, au call et à combien je crois en la carte. Je pense que c'est une très bonne carte, notamment dans les stratégies agressives violet-gris. Je suis assez certain que ça finira par être joué à un moment ou à un autre. Cela dit, son prix en foil était quand même assez élevé. J'ai récupéré 4 reines. Il y a d'ailleurs une liste de violet-gris qui a fait top 8 sur un gros tournoi avec 4 reines dans son main deck, donc qui vient confirmer ma théorie sur le fait que la carte est plutôt intéressante. Je pense quand même que globalement, au prix où elle était, ça valait le coup aussi de la récupérer. C'était pas très très cher, je crois que c'était 6 € pièce cette reine, ce qui reste tout à fait abordable pour une légendaire. C'est une carte qui peut récupérer beaucoup de l'or en milieu, fin de partie, qui peut disrupter le cimetière de l'adversaire. C'est notamment très puissant contre les decks bleu-gris actuels. Donc ouais, une carte qui a quand même plus d'intérêt que ce que les gens pensent. Je regrette de ne pas l'avoir pris en foil, elle doit être assez jolie, je pense. Très jolie avec la texture ici un peu lisse, un peu verni, qui permet de donner un effet de profondeur aux cartes. Ils ont bien upgrade, hein. Globalement, leur canon, on pouvait se plaindre
du côté un peu basique des cartes. Et ils font quand même moins d'efforts que d'autres concurrents, on va pas se mentir. Mais il y a quand même un certain développement petit à petit, set après set, sur la qualité des foils, sur les rendus des textures qui montrent que l'Orcana est à l'écoute et s'améliore et veulent proposer des choses de plus en plus intéressantes. Et enfin, dernière carte que j'ai envie de vous partager pour ce set numéro 7. Vous l'attendiez évidemment, la légendaire du set qui n'en est pas une. C'est notre amie Belle, donc la Belle Objet, qui va nous permettre de jouer à la fois bleu-gris, vocation agressif avec des Cogworths, ou alors bleu-gris item tout simplement. Dans les deux cas, c'est un drop d'early game qui peut venir tenir le board rapidement et surtout chanter les chansons à 3 grises comme Perdu dans l'hiver et j'ai plus le nom de l'autre carte qui permet de mettre des dégâts en fonction du nombre de personnages que vous avez sur le board. Attention au focus sur cette petite belle. Voilà. Elle est quand même magnifique. Pareil, le foil est très très bien imprimé dessus. Une très très bonne carte qui pour l'instant est en train de dominer le metagame. Je ne sais plus combien je les ai payés, mais assez cher, hein, 4 ou 5 euros pièce. Donc on est à 20 euros le playset. Globalement, ça les vaut. Hein, si vous regardez les prix actuellement, c'est globalement autour de ça que ça se monnaie en français. Mais c'est vrai que pour une commune, ça peut paraître assez cher. Ça reste quand même la carte du set numéro 7 la plus jouée. Et je pense que tant que bleu-gris n'aura pas de vrai challenger comme étant le meilleur deck du format, on risque de voir cette belle assez représentée dans les tops et dans les meilleures decklists du jeu. Voilà, là je vous ai partagé tous les achats que j'ai fait sur le chapitre 7. Je pense globalement pas m'être trop trompé. Je pense pas avoir non plus oublié trop de cartes. Il y a le pat bicolore vert-gris que j'ai décidé de ne pas commander pour l'instant. Je me suis dit que dans tous les cas, même s'il finissait par être joué, je pourrais le récupérer plus tard. Mais c'est une carte voilà, que j'avais un peu dans ma watchlist. J'ai pas passé le cap et globalement il est vite fait jouer. Certaines stratégies de vert-gris le jouent, d'autres ne le jouent pas. C'est vrai qu'Amber Steel n'étant plus trop une proposition du format de par le fait que ça se fasse bien attaquer par bleu-gris et bleu-rouge, bah du coup ce pat il a un peu moins d'intérêt. Autre carte que j'aurais évidemment commandé si jamais je voulais spécifiquement vous proposer les meilleurs calls du 7-7, bah, il y aurait évidemment les deux légendaires Tamatoa et Scrooge McDuck. Pour tout le reste, je pense que j'ai pas oublié de cartes et que toutes les cartes que j'ai commandées ici sont des cartes qui ont vocation à être jouées un jour ou l'autre. On va dire que là où il y a le plus de débats, c'est sur la stratégie vert-jaune. Mais j'admets avoir commandé ces cartes-là plus pour mon plaisir personnel, pour avoir envie de proposer des decklists variées, plus que pour l'aspect hyper compétitif que pourront avoir ces cartes-là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez commandé de votre côté, à me dire ce que vous pensez de mes différents calls. Évidemment, à chaque sortie d'extension, je continuerai ce petit jeu-là et je vous proposerai toujours ce type de vidéo. Ça nous permet de voir du joli carton, de discuter de ça tous ensemble. Donc n'hésitez pas à partager, à donner votre avis dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!